Donc la littérature française de science-fiction est issue des feuilletonistes principalement, donc Gustave Le Rouge, Jean Delarire, Paul Divoye, Jean Ray aussi, qui flirtait avec le fantastique. On peut dire que la science-fiction française et européenne avait tendance à mettre en avant des voyages scientifiques et extraordinaires. Il y avait une vieille tradition de feuilletonisme, mais qui remonte au roman de KPDP, qui étaient des histoires à suivre, où les auteurs étaient payés à la ligne. Il est vrai qu'il y a beaucoup de science-fiction qui paraît, on va dire, à la fin du 19e, début 20e, dans des revues comme le Journal des Voyages, par exemple. Alors c'est une science-fiction on va dire un peu vernienne, au sens où c'est beaucoup centré sur le moyen de transport extraordinaire, l'appareil volant à aile battante, le sous-marin aux performances formidables, etc. On est beaucoup dans ce type de science-fiction. On va qualifier, pour simplifier, de vernienne. Et effectivement, quelque chose comme le Journal des Voyages, c'est un journal qu'on peut qualifier de populaire. Une couverture souvent, toujours des couvertures illustrées, beaucoup d'illustrations, parfois une couverture en couleur. C'est censé s'adresser à un public, je dirais pas un public enfantin, mais un public relativement jeune. On nous parle beaucoup d'exploration. Il y a aussi un côté qui se veut un petit peu pédagogique. Il n'y a pas seulement des romans en feuilleton, il y a aussi des comptes rendus de voyage. Alors, oui, on peut dire que c'est populaire. Mais populaire, on va dire, au sens où c'est très lu par beaucoup de gens. Mais je pense que c'est lu par des gens de classes très différentes. C'est du roman romanesque, c'est du romanesque de romans d'aventure et de romans feuilletons, dans la plus grande tradition du roman feuilleton du 19e siècle, quoi. C'est alors que le péril bleu apparut dans tout son horrible et tout son formidable. Quand on apprit tout net qu'au-dessus des hommes, sur un globe invisible plus immense que la Terre et l'enveloppant de toutes parts, vivait une autre race d'êtres intelligents qui semblait bien nous avoir attaqués. Race redoutable par sa position, sa force, son mode de vie, son génie et son invisibilité, qui faisait de nous comme une bande d'aveugles cernés. L'humanité frémit d'une même épouvante et son émotion s'aggravait bizarrement de ce que les deux formes connues des créatures du vide fussent précisément celles des animaux terrestres les plus répulsifs, auxquels des siècles de fréquentation journalière n'avaient pu la rendre insensible. On verra que les critiques, eux, ce qu'ils reconnaissent bien, c'est Jules Verne et Wells, et que très souvent, lorsqu'ils vont critiquer un texte de science-fiction de l'époque, il va y avoir une phrase de départ qui dit « Ah, cet auteur a voulu faire comme Wells, ou a dépassé Wells, ou est en dessous de Wells, ou a fait encore mieux que notre Jules Verne, etc. national ». Il est très difficile de ne pas trouver de critiques où il n'est pas fait allusion à Jules Verne ou à Wells, qui sont mis un petit peu en concurrence. Et donc, comment dire ça? Les critiques voient bien qu'il y a quelque chose qui s'appellera plus tard la science-fiction. Le terme n'existe pas. Et très souvent, ils l'associent à Jules Verne et à Wells. C'est comme ça. Et puis ensuite, oui, je pense qu'il s'est passé un truc en France, et c'est un sujet auquel je ne cesse de réfléchir depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour que, alors que c'était l'une des patries de ce qu'on a appelé plus tard la science-fiction, mais qu'on a appelé en France le merveilleux scientifique ou la scientifiction, pour que, en fait, ce genre-là soit mis sous le boisseau? Est-ce qu'il y a eu une espèce de putsch littéraire, et c'est le roman réaliste qui a gagné, et qui a fait en même temps que la science-fiction, elle a trouvé sa place dans les mouvements qu'aujourd'hui on appellerait de contre-culture? Ou comment dire, oui, quelles pourraient être les raisons de cette oblitération scandaleuse de la première science-fiction européenne et surtout française, et puis alors que c'est nous les premiers, et de sa minimisation en quelque sorte par l'histoire littéraire globale et internationale de la science-fiction. Et en effet, ce qui est paradoxal, et ce qui est un problème auquel on est toujours confronté, je crois, dans ce pays, c'est que la science-fiction, elle est revenue par l'importation des œuvres américaines et anglaises, ce qui a laissé penser pendant très longtemps, et c'est un malentendu qui dure, que c'est un genre anglo-saxon,
alors qu'il n'est pas plus anglo-saxon que n'importe quel autre pays. C'est évidemment un genre universel qui avait clairement sa place en France jusqu'au XXe siècle. Et alors la personne qui a porté un peu la redécouverte et puis la protestation contre cette façon de présenter les choses, c'est Serge Lehmann. Serge Lehmann qui a porté un peu cette passion de la redécouverte de ce qu'en France on appelle trop souvent la science-fiction archaïque. Alors nos amis américains comprennent pas du tout ce mot de archaïque, hein. Eux ils parlent de early science fiction. Donc alors nous du coup on se sent obligé de dire science-fiction primitive, mais en voulant faire mieux on fait encore pire. Il y a eu un livre de Serge Lehmann qui exhume des textes anciens du début du XXe ou fin du XIXe, et on s'aperçoit que les racines sont là, et que ces gens aussi adoraient raconter des histoires et proposer au lecteur quelque chose d'extraordinaire, quoi. Alors c'est Renard, c'est Paul Divoye, c'est Léon Groc, c'est c'est Jean de La Hire, c'est Régis Messac. C'est la première science-fiction qui s'appelait pas science-fiction. C'est un petit peu ça le problème. Il y a peut-être un problème de terminologie, quoi. Certes, ça s'appelait pas science-fiction, ça s'appelait roman d'anticipation, anticipation scientifique, merveilleux scientifique, tout ce qu'on veut, mais ça s'appelait pas science-fiction. Alors, Wells nomme ces fictions scientific romances, donc une sorte de roman scientifique, mais ça semble s'appliquer qu'à son texte. Maurice Renard, qui est un des premiers théoriciens du genre en France, en 1909, parle de romans merveilleux scientifiques. On est très loin de la science-fiction, un merveilleux scientifique. Alors, la science qui semble être au cœur, mais le substantif c'est merveilleux. C'est d'abord du merveilleux, qui est matiné de science, et pas une science qui serait matinée de fiction, ce qui donne plus l'impression avec le terme science fiction. Puis en 1920, il change, il dit ça va pas du tout, appelons ça le roman d'hypothèse. Autrement dit, au cœur de la science-fiction, il y a une hypothèse, le fameux « et si », ça s'était passé ainsi, si ça s'était déroulé, si ça existait. Et puis c'est cette espèce de « et si » qui serait le cœur intime du genre. Puis à un moment, il y a le genre s'institutionnalise, il se représente, il existe, et on parle de genre science-fiction. Mais on n'est pas encore dans une dynamique, on va dire, globale. On est dans des espèces de sensibilité personnelle, individuelle. Alors évidemment, la France, c'est un pays de culture considérable. C'est un pays culturellement dominant pendant des siècles, il faut voir. Donc c'est pas très étonnant que la science-fiction s'y soit développée à sa manière considérablement. Mais c'est pas non plus très étonnant que le monde anglo-saxon, l'Angleterre et puis les États-Unis soient des grands pays de science-fiction, de par le fait que ce sont des pays qui prennent la révolution industrielle beaucoup plus tôt que la France et qui la poussent plus loin, beaucoup plus rapidement, hein. Donc, si la France a une sorte on va dire, de supériorité littéraire du fait que c'est un pays de culture et c'est un pays de littérature, et puis anglo-saxon comme l'Angleterre, et très vite les États-Unis, eux, ils ont une sorte comment appeler ça, de supériorité technologique, hein, qui fait que la science-fiction, c'est quelque chose qui colle très bien au monde américain. Et puis l'acte de naissance officiel de la science-fiction après les tentatives de Maurice Renard de trouver un terme, c'est évidemment dans les pulp magazines américains. En 1926, création d'Amazing Stories, qui est le premier pulp de science-fiction. Pas le premier pulp tout court, mais de science-fiction, oui. Et puis apparaît en 1929 dans un éditorial d'Amazing le terme science-fiction, qui s'impose directement comme le terme pour qualifier tous ces textes-là. Dans les premiers pulp magazines, par ailleurs, on traduit les textes de Verne, on cristallise. Donc dans le pulp numéro 1 d'Amazing Stories, vous avez des histoires de Jules Verne, Edgar Allan Poe, qu'on oublie toujours dans les histoires de la SF, et puis H.G. Wells. Puis après, l'idée c'est de faire des histoires à la façon de ces personnes-là. Et c'est ce qui lance la SF américaine dans les pulps, qu'on appelle l'âge d'or, où on a beaucoup de créativité, autant dans le space opéra que dans d'autres types de scénarios avec des robots, des êtres artificiels, etc. Et la plupart des grands auteurs américains ont commencé dans les pulps, de Frédéric Brown à Isaac Asimov, lui-même, mais quasiment tous, tous de ce qu'on a appelé l'âge d'or, c'est-à-dire la SF des années 40-50 aux États-Unis, qui a été une période où les thèmes modernes ont été redéfinis. Ils viennent tous des années 30, la grande époque des pulps.
Alors chez les Américains, il y a eu le même phénomène que chez les Français. Alors chez les Français et les Européens, c'était le feuilleton. Chez les Américains, c'était les pulps. Alors le pulp, c'était un petit fascicule qui sortait toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, et qui regroupait principalement des nouvelles, puisque pour les Américains, l'art majeur, la forme suprême en science-fiction, c'est la nouvelle. Et c'est vrai que c'est, à mon sens, la forme la plus belle de science-fiction. On parle beaucoup d'auteurs et d'autrices de science-fiction qui font des livres de science-fiction. Or, ce qui est pour moi le meilleur en science-fiction, ce sont les nouvelles. Voilà. La nouvelle est quand même une des formes les plus accomplies de la science-fiction en général et de la science-fiction française en particulier. Or, en France, là c'est un vrai souci, la nouvelle n'a pas ou peu bonne presse. Et Maupassant avait réussi à la tirer de sa léthargie, mais c'était à la fin du 19e siècle. Et depuis, ça s'est pas arrangé pour la nouvelle, ce qui est regrettable. Parce qu'on parle tout le temps des romans, comme si moi je suis pas d'accord, hein, je pense pas que les nouvelles soient des marges pour arriver à l'écriture de romans. Les nouvelles, c'est déjà en soi un genre littéraire tout à fait intéressant. C'est pas parce qu'on écrit un pavé de 300 pages qu'on est un meilleur auteur que quelqu'un qui écrit des nouvelles de 10-15 pages. La science-fiction est un genre très, très axé sur la nouvelle et dont la nouvelle est un média qui correspond bien à la science-fiction, parce que souvent la science-fiction, il y a une idée comme ça frappante qu'on exploite et qui peut avoir tendance à se diluer si on en fait un roman de 400 pages. Et essentiellement, la science-fiction américaine, peut-être qu'on n'en a plus très bien conscience aujourd'hui, mais ça a été effectivement la nouvelle publiée dans des magazines. D'ailleurs, les premiers romans de Van Vogt, de Simak, de Bradbury, c'était des séries de nouvelles qui étaient agglomérées. Donc après, finalement, on est passé à un stade ultérieur, et finalement, la science-fiction est devenue plutôt des romans que des nouvelles, bien que des nouvelles, il s'en écrit toujours. Oui, effectivement, aux États-Unis, depuis les années 20, la science-fiction fonctionne beaucoup à partir des magazines qui publie des nouvelles. En France, il y a eu à partir du début des années 50, il y a eu des revues de science-fiction qui publiaient des nouvelles, beaucoup de traductions, un peu de production locale, mais depuis Fiction et Galaxy dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, Bifrost ou Galaxy, nouvelle version, c'est quelque chose qui a jamais tout à fait cessé, mais ça reste quand même un débouché relativement réduit. La nouvelle, ça prend beaucoup de temps et ça rapporte pas grand-chose. À 8 heures précises, alors que Serge s'éveillait à peine, l'imprimante se mit à ronronner et crachoter avec une discrétion polie. Serge s'assit dans son lit, le cœur battant à grands coups. La distribution des cartes arrivait toujours de manière inattendue. Il avait reçu ses dernières règles de vie seulement 20 jours auparavant. Il décida d'attendre la fin de l'impression pour se lever, réfléchissant aux éléments de sa vie dès à présent modifiés. Un nouveau jeu de cartes annulait systématiquement toutes les directives du tirage précédent. Moi j'aime beaucoup les nouvelles aussi, donc je trouve toujours bien quand un auteur émerge et qu'il arrive à publier des nouvelles. Et personnellement, je déteste les textes à rallonge. Si tu me donnes un livre de 500 pages en me disant « tu vas voir, c'est le premier tome d'un space opéra fabuleux », je vais te dire oui, mais en fait, il est trop gros, je peux pas l'emmener au boulot, il est trop lourd, et puis c'est beaucoup trop long. Donc ça m'intéresse généralement pas. Ma forme de confort, qui est aussi une forme très science-fiction, c'est la novella. Et je trouve dommage que ce soit si difficile de publier des novellas. Mais là, puis la novella, c'est vraiment bien, quoi. C'est une forme magnifique. Les anglo-saxons sont très forts avec ça. Il y a toute une tradition d'écriture de ces romans courts ou de grosses nouvelles, et ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. La base fondamentale des pulps et de cette envie de science-fiction est liée avec l'évolution technologique fin du 19e et début du 20e. Les États-Unis est un continent énorme par rapport à la France, voire à l'Europe, qui est matiné de toutes les influences liées à l'immigration. Donc il y a eu forcément des Anglais, des Français, des Allemands. Donc le fantastique allemand, belge, anglais, français a forcément influencé la culture américaine et s'est retourné après-guerre sur le vieux continent. Et bon, la science-fiction américaine est venue à un moment donné et nous a submergés, il faut bien dire.